Fernando se réveilla ce matin-là, comme il le faisait depuis 8 ans, avec le silence absolu de la ferme résonnant dans ses oreilles. Lorsqu'il ouvrit la porte pour nourrir les poules, il les aperçut. Cette femme indigène, debout dans la cour, vêtue de tenue traditionnelle, le regardant comme si elle savait exactement où le trouver. Elles ne dirent pas un mot, se contentant de rester là, patientes. Fernando cligna des yeux, persuadé de rêver encore, mais elles étaient bien réelles, comme le soleil qui se levait derrière elles. La plus âgée fit un pas en avant et prononça 3 mots qui glacèrent le sang de Fernando. « Vous nous devez ». Il n'avait jamais vu cette femme auparavant, n'avait jamais été sur des terres indigènes et n'avait jamais eu affaire à quelqu'un de cette région. Pourtant, quelque chose dans son regard disait qu'elle avait raison. Lorsqu'elle leva la main, montrant un objet que Fernando reconnut aussitôt, il comprit que sa vie de silence et d'isolement touchait à sa fin. Le médaillon doré oscillait dans sa main comme un pendule hypnotique. Fernando sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet objet avait appartenu à son père, perdu plus de 15 ans auparavant dans des circonstances qu'il avait préféré oublier. Comment cette femme avait-elle pu l'obtenir? La femme observait chaque micro-expression sur son visage, comme si elle lisait un livre ouvert. Fernando avala difficilement, tentant de retrouver sa contenance. « D'où tenez-vous cela » demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle serra le médaillon et fit un pas de plus vers la véranda. Les 6 autres femmes restèrent silencieuses, mais Fernando pouvait sentir leur regard percer son âme. L'une d'elles portait un enfant dans les bras, et pendant un instant douloureux, Fernando se souvint de ses propres enfants, disparus 8 ans plus tôt lors de l'épidémie qui avait ravagé la région. « Mon père a promis protection à notre village », dit enfin la femme, sa voix emplie d'autorité naturelle. Quand il est parti, il a dit que si nous avions besoin, nous devrions chercher son fils, toi. Fernando secoua la tête, incrédule. Son père n'avait jamais parlé de promesses ou de villages indigènes. C'était un homme de peu de mots et de nombreux secrets, mais il savait une chose. Son père ne faisait jamais de promesses légères. « Mon père est mort il y a 15 ans, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Et je ne sais rien de cette promesse. » La femme sembla l'attendre. Elle posa lentement le médaillon sur le bois usé de la véranda, juste devant Fernando. Le métal captait la lumière du soleil levant, créant de petits reflets dorés qui dansaient sur les planches. « Nous savons qu'il est mort, dit-elle, mais les promesses des parents passent aux enfants. C'est ainsi depuis toujours. » Fernando observa les autres femmes, cherchant le moindre signe de mensonge ou d'hésitation. Il ne vit que de la détermination. La mémoire de sa femme Carolina et des jumeaux Miguel et Sofia pesait sur son cœur. Tremblant, il prit le médaillon. Il était chaud, comme s'il avait absorbé non seulement la chaleur du soleil, mais aussi toutes les mémoires qu'il portait. « Que voulez-vous exactement de moi » demanda-t-il, fixant l'objet dans ses mains. « Nous voulons que tu tiennes parole pour lui, » répondit-elle, « car si tu ne le fais pas, nous mourrons tous. » Le mot résonna dans son esprit comme un coup de poing. Il glissa le médaillon dans sa poche et croisa les bras, cherchant à reprendre le contrôle. « Entrez, » dit-il enfin, surprenant même sa propre voix. « Mais je veux des explications. Toutes. » Les femmes entrèrent dans la maison en file indienne, chacune portant un petit sac en tissu et des sandales usées. Elles se disposèrent en demi-cercle dans le salon, restant debout lorsque Fernando leur fit signe vers les bancs de bois. « Je m'appelle Mayara », se présenta la leader. « Voici mes sœurs de sang et de choix. » Fernando hocha la tête, sans se présenter. Après des années de solitude, les courtoisies sociales lui semblaient étrangères. Il y a 3 semaines, des hommes sont venus dans notre village pour réclamer des terres. Ce n'étaient pas des acheteurs ordinaires. Ils avaient des cartes détaillées et connaissaient nos ressources et nos cours d'eau. Ils ont dit que nous devions partir dans la semaine, sinon ils nous forceraient. Fernando fronça les sourcils. De telles situations étaient courantes dans les campagnes, mais quelque chose dans son récit laissait entendre qu'il y avait plus derrière. « Pourquoi n'avez-vous pas contacté la police » demanda-t-il, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Mayara sourit, sans joie. Les hommes qui nous menaçaient étaient accompagnés de policiers. Et nous avons découvert que notre village repose sur quelque chose qu'ils convoitent. Elle fit une pause. Quelque chose que ton père a aidé à cacher lorsqu'il a découvert que l'entreprise pour laquelle il travaillait volait des terres indigènes avec de faux documents. Fernando sentit le monde tourner légèrement. Tout commençait à s'éclairer.
Pourquoi son père était devenu si réservé dans ces dernières années? Pourquoi il parlait toujours de faire ce qui est juste, même si cela coûtait cher? Son père avait découvert une conspiration et choisi le camp des plus faibles. Quoi cacher? Demanda-t-il, craignant déjà la réponse. Mayara le regarda droit dans les yeux. De l'or, Fernando. Beaucoup d'or et des documents prouvant nos droits ancestraux sur ces terres. Maintenant, les enfants et petits-enfants de ces entrepreneurs corrompus savent où cela se trouve et veulent récupérer ce qu'ils pensent leur appartenir. Fernando resta silencieux plusieurs secondes, le poids de la situation lui tombant dessus. Fernando traitait l'information qu'il venait de recevoir. Or, le mot semblait lourd dans la simplicité de sa maison. Il observa Mayara avec un mélange de scepticisme et de curiosité croissante. Si cette histoire était vraie, elle expliquerait beaucoup de choses sur le comportement réservé de son père ces dernières années et pourquoi il avait toujours insisté pour que Fernando ne vende jamais la ferme, quoi qu'il arrive. « Vous en êtes sûr ?» demanda Fernando en se dirigeant vers la fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété. Dehors, ces quelques têtes de bétail paissaient tranquillement, inconscientes du drame qui se jouait à l'intérieur. S'il se trompait sur l'or, il pouvait se tromper sur tout le reste. Mayara s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de la fenêtre. Fernando sentit le parfum léger d'herbe qui émanait de ses cheveux. « Mon grand-père a travaillé avec ton père pendant des mois, il y a de nombreuses années. Nos familles ont toujours été voisines, depuis que mon arrière-grand-père s'était installé sur les terres traditionnelles proches de votre propriété. Lorsque ton père a découvert les faux documents de l'entreprise, il a cherché mon grand-père, parce qu'il lui faisait confiance en tant que voisin de toujours. » Fernando acquiesça lentement, comprenant mieux. Son père avait toujours parlé avec respect des habitants du village voisin, bien qu'il ait rarement eu de contact direct. Ils avaient creusé des tunnels, déplacé des pierres et créé des cartes que seuls eux connaissaient. À la fin, son père avait juré que si un jour le village courait un danger à cause de ce qu'ils avaient caché, il les protégerait ou ses descendants le feraient. Fernando se tourna vers elle. Il y avait dans le regard de Mayara une intensité qui le convainquait de chaque mot. « Et où exactement cette richesse est-elle cachée ?» demanda-t-il, croisant les bras. Mayara indiqua discrètement au-delà de la fenêtre, vers la forêt dense couvrant la partie la plus accidentée de la ferme, dans les cavernes calcaires situées à la limite entre leur propriété et les terres traditionnelles. Son père avait choisi cet endroit, sachant que personne d'autre n'aurait le courage d'explorer des cavernes si profondes et dangereuses. Fernando connaissait l'emplacement de ces cavernes, mais n'y était jamais allé. Enfant, son père Y avait emmené une seule fois pour lui montrer le danger, avant de lui interdire strictement de revenir, expliquant que des enfants s'y étaient déjà perdus à jamais. Maintenant, il commençait à comprendre que les raisons de son père étaient différentes de ce qu'il imaginait. Si c'est vrai, pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher ce dont vous aviez besoin? Pourquoi me chercher? Demanda-t-il. Parce que nous ne savons pas exactement où, à l'intérieur des cavernes, répondit une autre femme, inquiète. Et parce que les hommes qui nous menacent surveillent déjà la région. Ils savent que nous sommes ici, qu'il existe quelqu'un comme vous et que vous êtes la seule personne qui peut les conduire jusqu'alors. Un frisson parcourut la colonne de Fernando. Mayara se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit lentement. Elle montra la route de terre menant au portail principal de la ferme. À environ 500 mètres, un homme à cheval observait la maison. Il est là depuis 2 heures, attendant de voir ce que vous allez décider. Fernando observa l'homme à distance, ressentant une colère mêlée d'appréhension. Pendant 8 ans, sa ferme avait été un sanctuaire de paix et d'isolement. Maintenant, en une seule matinée, tout cela était menacé par des étrangers et par des secrets que son père avait emportés avec lui dans la tombe. Il referma lentement la porte et fit face à Mayara et aux autres femmes. « Depuis combien de temps surveille-t-il ma propriété ?» demanda-t-il à voix basse. « Combien d'autres y a-t-il » Mayara échangea un regard avec ses compagnes avant de répondre. « Ils sont arrivés hier soir. Nous avons pu compter 3 hommes. Celui que vous voyez est le seul actif en journée, les autres se cachent dans la forêt. » Fernando se dirigea vers un placard et en sortit une carabine. Il vérifia qu'elle était chargée et la posa à portée de main contre le mur. Les femmes observaient en silence, mais il remarqua un léger relâchement dans leur posture, comme si la simple présence de l'arme leur procurait une protection longtemps absente. « Vous savez qui sont ces hommes? Des noms, des visages connus ?» demanda Fernando près de la fenêtre, en veillant à ne pas être vu.
Mayara acquiesça. Leur chef s'appelle Antonio Silva, petit-fils du colonel Silva, un des entrepreneurs dénoncés par ton père. Il a grandi en entendant des histoires sur leur cachet et sur la trahison de sa famille par un employé malhonnête. Pour lui, c'est une question d'honneur familial. Fernando commença à relier les pièces du puzzle dans sa tête. Cela expliquait pourquoi Antonio avait tenté d'acheter sa ferme à 3 reprises au cours des 5 dernières années, offrant toujours des sommes bien supérieures au marché. À l'époque, Fernando trouvait étrange un intérêt aussi persistant pour une propriété apparemment ordinaire. Maintenant, il comprenait que pour Antonio, c'était bien plus personnel qu'un simple business. Mayara s'approcha de nouveau. Exact. Quand vous avez refusé de vendre, il a changé de stratégie. S'il ne pouvait pas avoir la terre, il vous pousserait à lui remettre ce qu'il considère comme sa propriété familiale. Une étrange détermination grandit en Fernando. Pendant des années, il avait évité conflits et responsabilités qui n'étaient pas les siennes, mais le désespoir visible dans les yeux de ces femmes réveillait une part de lui qu'il pensait enterrer avec Carolina et les enfants. « Combien de temps pensez-vous que nous avons avant qu'il perde patience ?» demanda-t-il. Mayara répondit d'une voix grave, à la manière dont il se positionne, probablement avant le coucher du soleil. Après cela, ils agiront, avec ou sans votre coopération. Fernando passa la main sur son visage, sentant le poids des années d'isolement céder face à la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Moins de 10 heures pour découvrir des décennies de secrets et trouver une solution pour protéger cette vie confiée par une promesse qu'il ignorait. Il regarda Mayara, qui attendait patiemment sa décision. « Je veux voir les cartes que vous avez apportées, » dit-il enfin. « Et que vous me racontiez tout ce que vous savez sur mon père et sur le travail qu'il a fait avec ton grand-père. » Mayara fit signe à une des femmes plus âgées, qui sortit de son sac un morceau de tissu soigneusement plié. Déployé sur la table, il révéla une carte dessinée à la main, avec des lignes précises et des annotations dans une écriture immédiatement reconnaissable par Fernando. « C'est l'écriture de mon père », murmura-t-il en suivant du doigt les chemins tracés à travers la forêt. La carte montrait non seulement les cavernes, mais aussi des passages alternatifs inconnus de Fernando, contournant les zones les plus surveillées. « Comment avez-vous obtenu ça ?» demanda-t-il. Mayara se pencha sur la carte, montrant une série de symboles sur les bords. « Mon grand-père a conservé cela comme une relique familiale. En réalité, il était avec ton père la nuit où tout a mal tourné. Ton père avait découvert qu'il était suivi et a décidé de prévenir mon grand-père personnellement. Ils se sont retrouvés sur la route, mais les hommes de Silva sont arrivés avant eux. Mon grand-père a réussi à se cacher lorsqu'il a vu les cavaliers approcher. » Fernando avala difficilement. « Et le médaillon ?» Mayara toucha la poche où il était conservé. Son père l'avait remis à son grand-père quelques secondes avant l'arrivée des hommes. Si quelque chose lui arrivait, ce médaillon devait te parvenir comme preuve de la promesse. Son grand-père avait tout vu, mais ne pouvait rien faire pour aider. Quand les hommes furent partis, il avait pris le corps de son père et veillé à ce qu'il reçoive un enterrement digne. Fernando sentit les larmes brûler ses yeux. Pendant 15 ans, il avait cru que son père était mort seul sur la route. Savoir que quelqu'un avait été avec lui, qu'il n'était pas mort abandonné, lui apporta un étrange réconfort. Pourquoi mon grand-père ne m'a-t-il jamais cherché avant? Mayara soupira. Tant qu'il n'y avait pas de menace réelle, il ne voulait pas t'impliquer. Il savait que tu avais ta vie à vivre, tes propres soucis. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Il y a une dernière chose importante que tu dois savoir avant d'aller aux cavernes. Elle baissa la voix, mais resta ferme. Ton père et mon grand-père n'y ont pas caché que de l'or. Ils ont également dissimulé des documents prouvant la propriété traditionnelle de nos terres, que des hommes comme Antonio Silva feraient tout pour détruire. Fernando plia soigneusement la carte et la rangea dans sa poche avec le médaillon de son père. Pour la première fois depuis 8 ans, il ressentait un objectif clair et urgent. « Allons-y maintenant », dit Mayara en touchant doucement son bras, interrompant ses pensées. « Fernando, il y a une chose importante que tu dois savoir. » Quand son père a découvert qu'il était suivi, il ne s'inquiétait pas seulement pour nous, mais aussi pour toi. Il craignait que les hommes de Silva ne menacent sa famille pour obtenir des informations. Fernando sentit un poids familier s'installer dans sa poitrine, le même qu'il portait depuis 8 ans. « Ma famille était déjà perdue lorsque mon père a été assassiné », répondit Fernando d'une voix rauque. «
Carolina et les jumeaux étaient morts lors de l'épidémie de fièvre hémorragique qui avait frappé la région 8 ans plus tôt. J'étais ici, à m'occuper du bétail malade, quand ils sont allés rendre visite à leur mère en ville. La maladie s'est propagée si vite qu'à mon arrivée à l'hôpital, il était déjà trop tard. Il s'interrompit, avalant la douleur toujours vive après toutes ces années. Mayara baissa les yeux, respectant sa peine. « Je suis désolé. Mon grand-père s'est toujours demandé pourquoi tu t'étais autant isolé après la mort de ton père. Maintenant je comprends que ce n'était pas seulement à cause de lui. » Fernando hocha la tête, se souvenant de combien il avait été dévasté de perdre sa famille, et seulement 7 ans plus tard, de découvrir qu'il avait également perdu son père de façon si brutale. « C'est pour ça que tu ne t'es jamais intéressé aux offres d'Antonio pour acheter la ferme ?» demanda Mayara avec douceur. « Parce que c'est le dernier endroit où je sens encore un lien avec eux. » Fernando regarda par la fenêtre le terrain où Miguel et Sofia jouaient lorsqu'ils venaient rendre visite à leur grand-père. « En partie, oui, mais aussi parce que quelque chose en moi a toujours su que mon père ne voulait pas que je vende cette terre. Maintenant je comprends pourquoi. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de douleurs partagées et de compréhension mutuelle. Pour la première fois depuis des années, Fernando parlait de sa famille perdue sans sentir qu'il allait s'effondrer complètement. Peut-être parce qu'il avait enfin un but qui dépassait sa propre douleur. « Mettons fin à cela une bonne fois pour toutes, » dit Fernando, retrouvant sa détermination. « Allons chercher ce qui se trouve dans les cavernes avant qu'ils n'agissent. » Mayara secoua la tête. « C'est très dangereux. Ils surveillent certainement les chemins principaux vers les cavernes. Si nous passons par le sentier normal, nous tomberons directement dans une embuscade. »« Alors nous n'irons pas par le sentier normal, » répondit Fernando en étudiant à nouveau la carte. « Mon père a marqué un chemin alternatif qui passe par le lit asséché de la rivière pendant la saison sèche. Je connais cet endroit. C'est escarpé et difficile, mais cela nous mènera aux cavernes par derrière, sans être vus. Une des femmes les plus jeunes par là pour la première fois, et si c'est un piège ? Et s'ils attendent justement que nous pensions cela ?» Fernando leva les yeux de la carte et la regarda. C'était une question intelligente, qui montrait qu'elle pensait comme quelqu'un ayant déjà affronté de vrais dangers. « Alors, nous devrons être plus malins qu'eux, » répondit-il. « L'alternative serait de rester ici et d'attendre qu'ils attaquent, et cela n'est pas vraiment une option. » Mayara hocha lentement la tête. Lorsqu'ils sortirent, Fernando regarda le soleil pour calculer leur position. 15 minutes plus tard, il guida les femmes à l'arrière de la maison, utilisant l'ombre de l'étable pour rester hors de vue de l'homme qui surveillait la propriété. Chaque pas était calculé, chaque mouvement pensé pour ne pas lever trop de poussière ou faire du bruit. Le lit asséché de la rivière se trouvait à environ 2 km de la maison, caché par une végétation dense que Fernando connaissait depuis l'enfance. Pendant la marche, il remarqua que Mayara observait chaque détail du terrain, mémorisant les repères comme si elle créait une carte mentale pour une éventuelle fuite rapide. À leur arrivée, Fernando compara la carte avec le paysage réel. L'arbre foudroyé était toujours là, avec de nouvelles branches autour de l'ancienne cicatrice. La pierre en forme de cœur était également reconnaissable. Son père avait choisi des repères qui résisteraient au temps, garantissant que les générations futures pourraient retrouver le chemin. « Par ici », murmura Fernando, indiquant un sentier presque invisible montant sur la colline rocheuse. Les cavernes se trouvaient de l'autre côté. Mayara fit signe aux autres femmes de se mettre en file indienne derrière lui. La montée était escarpée et traîtresse, avec des pierres instables. 40 minutes plus tard, essoufflés mais déterminés, ils atteignirent le point le plus haut. Fernando s'arrêta brusquement et leva la main pour signaler le silence. En bas, à l'entrée principale des cavernes, 2 hommes à cheval semblaient monter la garde. « Ils sont arrivés avant nous » murmura-t-il à Mayara. « Mais par le sentier normal. Ils ne savent pas pour ce passage que mon père et ton grand-père utilisaient il y a des années. » Fernando reconnut l'entrée latérale mentionnée sur la carte. Une ouverture étroite entre 2 rochers, presque impossible à remarquer si l'on ne savait pas qu'elle existait. « C'est notre entrée, » dit-il, pointant la fente. « Mon permis a amené une fois enfant, avant de m'interdire de revenir. » Mayara examina l'ouverture. « C'est très étroit. Nous allons toutes passer ?» Fernando acquiesça. « Oui. C'est étroit seulement à l'entrée, après ça s'ouvre en chambre plus grande. »
Mon père et ton grand-père ont choisi cette entrée parce qu'elle est presque invisible. Il regarda chacune des femmes, voyant détermination et nervosité. « Prête ?» demanda-t-il, vérifiant une dernière fois son fusil. Mayara inspira profondément et fit un signe. « Allons chercher ce qui nous appartient de droit. » À l'intérieur de la caverne, l'obscurité était quasi totale, mais Fernando avait apporté des lampes à huile qui éclairaient le chemin à travers les passages étroits et les chambres plus larges. L'air était humide et sentait la roche. Suivant les indications de la carte, ils atteignirent une chambre profonde où une pile de pierres marquait l'emplacement exact. Fernando et Mayara enlevèrent les pierres, révélant une cavité naturelle contenant des sacs de cuir avec des pépites d'or et surtout un paquet enveloppé de tissus et de cire d'abeille. La technique de préservation avait parfaitement fonctionné. Les documents à l'intérieur étaient intacts, comme s'ils avaient été écrits la veille. « Enfin !» murmura Mayara, les yeux embués de larmes en constatant qu'il s'agissait des titres originaux des terres indigènes signés il y a des décennies. Fernando prit un sac d'or, sentant le poids de la richesse que son père avait protégée. Cela suffirait à financer tout procès et à assurer l'avenir du village pour des générations. Mais leur phrase fut interrompue par des voix venant du fond de la caverne. Trop tard. Antonio Silva apparut, accompagné de 2 hommes armés. Fernando se plaça devant les femmes, son fusil pointé. « Vous pouvez partir maintenant, et personne ne sera blessé, » dit-il d'une voix ferme. Antonio ricana. « Tu penses vraiment que je vais partir après tant d'années à chercher ce que mon grand-père a perdu ? Ton grand-père n'a rien perdu. Il a volé des terres avec de faux documents, et mon père l'a découvert, » répondit Fernando. Le conflit fut rapide et décisif. Fernando connaissait chaque angle de la caverne. Lorsque la lumière des lampes se stabilisa, Antonio et ses hommes étaient désarmés et acculés contre le mur. 3 jours plus tard, Fernando regardait depuis la terrasse les femmes du village se préparer à partir. Les documents étaient en route vers la capitale, confiés à des avocats honnêtes. Antonio Silva et ses hommes avaient été remis aux autorités. Leur garantissait que le village ne manquerait plus jamais de rien. « Reviendront-ils un jour ?» demanda Fernando à Mayara. Elle sourit et lui toucha doucement le bras. « Chaque fois que tu voudras de la compagnie, tu auras une famille ici. » Fernando acquiesça, sachant que ses jours de solitude étaient désormais derrière lui pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir une autre aventure inoubliable et soutenir notre chaîne, où courage et justice se rencontrent de façons inattendues. Votre soutien compte énormément pour nous. Après le départ des femmes, Fernando resta un moment sur la terrasse, observant la vallée en contrebas. Le soleil déclinait doucement, projetant des ombres longues sur la terre rougeâtre. Même si la mission avait été un succès, il savait que ce n'était qu'une étape. L'histoire de son village, de ses terres, était loin d'être terminée. Il descendit lentement vers la grange, le sac d'or sur l'épaule, en passant par les chemins qu'il connaissait par cœur. Chaque pas réveillait des souvenirs d'enfance, des rires qui résonnaient autrefois sur ce terrain. Il s'arrêta un instant devant l'arbre foudroyé, caressant les nouvelles branches qui repoussaient, symbole de résilience. Mayara revint vers lui, silencieuse mais décidée. « Fernando, il faudra protéger ces documents à tout prix. » Il hocha la tête. « Oui. Et nous devons nous assurer que personne ne puisse falsifier l'histoire de nos ancêtres. » Le soir tombait lorsque Fernando monta à l'étage de la maison. La lumière chaude des lampes éclairait les objets laissés par son père et son grand-père. Il sortit le carnet de notes que son père lui avait donné, celui qui contenait les secrets des anciens chemins et des repères du village. Il le feuilleta, se rappelant chaque instruction, chaque symbole. Une idée germa alors dans son esprit. Utiliser ces informations pour créer un réseau de protection autour du village et de ses trésors. Le lendemain, il rejoignit Mayara et les autres femmes au bord de la rivière. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour sécuriser les terres et les documents. Chaque mouvement était réfléchi, chaque décision prise en fonction de la sécurité et de l'avenir du village. Fernando ressentait pour la première fois depuis longtemps une véritable énergie, celle de l'action juste et nécessaire. Mais il savait aussi que Silva ne resterait pas les bras croisés. L'homme et ses complices allaient certainement chercher à récupérer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Fernando, Mayara et les femmes durent donc prévoir non seulement la protection du trésor, mais aussi des stratégies pour déjouer toute attaque future.
Pendant plusieurs jours, ils parcoururent les alentours, installant des repères secrets et des chemins dissimulés pour les trajets nocturnes. Fernando enseigna aux femmes comment se déplacer sans être détectées, comment utiliser la végétation pour se camoufler et les sons naturels pour s'avertir en cas de danger. Chaque entraînement renforçait la confiance du groupe et leur solidarité. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Fernando contempla le village depuis le sommet d'une colline. Il se rendit compte que la vraie richesse n'était pas seulement l'or ou les documents, mais le lien retrouvé entre les générations, la mémoire protégée et la force collective de ceux qui se battent pour la justice. Mayara s'approcha et posa une main sur son épaule. « Nous avons gagné aujourd'hui, mais nous devons rester vigilants. Silva ne s'arrêtera pas. » Fernando sourit doucement. « Peu importe. Nous sommes prêts. Et cette fois, notre famille et notre village ne tomberont pas dans l'oubli. » La nuit s'installa, et avec elle, une tranquillité temporaire. Mais dans l'ombre, au loin, des silhouettes observaient, patientant, calculant leur prochaine action. Le vrai défi venait à peine de commencer. De mexer com nossa rubrânia. Então, talvez chegar a tomar banho gelado, banho quente, banho em temperatura ambiente e se secar seja uma opção. É. Tem aqueles negócios de laboratório mesmo. Serve. Acho que serve mesmo. Deve servir. Tá ótimo. Tipo um choquezão térmico, né? E eu pensei nisso também, em tentar dar um choque elétrico. Alguma coisa assim, porque o gás faz a rubrânia entrar num estado de agitação que ela fica descontrolada. Talvez um choque elétrico não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para atingir nossa rubrânia seja... Sabe, igual aqueles laboratórios de cientista que você, para passar num lugar, você tem que fazer um banho, a mesma coisa. Uhum. Mas vai ser isso, a pessoa vai teleportar, ela vai ter que obrigatoriamente passar pela desintoxicação. Cadê a Nogal? A Nogal agora, quando é pra estudar um gás tóxico, ela não tá estudando, tá fazendo bosta, né? Não, mas ela me ajudou um pouco, eu tirei umas dúvidas com ela, eu acho que depois eu consigo passar pra ela mais direitinho, mas eu tô vendo os conceitos físicos aqui de quais são as melhores opções. Uhum. Né.